tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo et aujourd'hui dans ce 5e épisode, je vais te présenter The Model. Oui, je vais te présenter un modèle qui nous permet à mon avis de cultiver notre potentiel. Car je le dis souvent, si on souhaite prendre conscience de notre vie et atteindre l'impossible, donc si on veut prendre consciemment en charge notre vie, c'est par développer nos habilités à compter sur nous-mêmes en cultivant notre propre potentiel. Ça donne l'air d'un discours très prometteur, voire qui va nous faire gagner $1 million, mais j'espère que depuis quelques épisodes, tu commences à me connaître et je suis assez cartésienne, et je ne crois pas aux paroles qui vendent du miracle. En fait, aujourd'hui, on va explorer dans cet épisode notre cerveau. Et je ne vais pas forcément parler de mapping ou de cartographie de processus, mais j'aimerais plus te présenter le lien qu'il y a entre les pensées, les émotions et les actions. Et je suis très contente de faire cet épisode car aujourd'hui, c'est l'une des notions qui a changé ma vie et qui est l'essence même de ce podcast. Et je commence avec une observation ou plutôt une question. Qu'est-ce qui fait que pour une même situation, on aurait différentes réactions ? Je m'explique. L'exemple que je vais te présenter est un cas réel. Comment ça se fait que pendant une réunion où il y a une équipe composée de plusieurs personnes, de différentes personnalités et de fonctions, et qui devait réaliser une revue d'indicateurs, donc à la même rencontre, à l'instant T, les personnes devaient analyser des indicateurs X, alors on aurait des personnes qui soient complètement inconfortables avec le code de couleur rouge. Et je te rassure, l'anecdote, c'était avant le Covid, donc ces personnes n'avaient pas forcément associé ça à la pandémie et aux zones critiques. Mais comment ça se fait que certaines personnes, soient inconfortables avec ce code de couleur ? Certaines personnes se fâchent, mettent en doute même la provenance des données et la fiabilité de certains indicateurs, versus d'autres personnes qui sont à la même réunion, qui avaient par contre un autre discours, une autre posture, une posture de curiosité et de recherche de solutions. Et pour répondre à cette question, j'aimerais tout de suite faire référence à 2 personnes qui ont changé ma façon de voir les choses. Esther Taïfé, qui est ma coach et qui m'a introduit le concept du modèle. Et la deuxième personne, c'est Brooke Castillo, qui l'a tout simplement créé, inventé. Et surtout, qu'elle l'explique d'une manière extrêmement rationnelle. Donc, c'est quelque chose qui me rejoint personnellement. Donc, Brooke possède une école de coaching qui s'appelle The Life Coach School. Et puisque je suis membre de son école, je peux partager avec toi le modèle sans enfreindre le code de déontologie, chose importante pour moi. Donc, je vais te présenter un peu sa façon d'expliquer les choses. Brooke appelle ça le modèle parce que c'est tout simplement une modélisation de la pensée humaine. Cette modélisation reste quand même une simplification, une façon d'expliquer simplement les choses. Et je vais ouvrir une parenthèse, le principe d'un modèle, quel qu'il soit, que ce soit une cartographie de processus, un schéma de design thinking, ce n'est pas d'essayer de reproduire la réalité telle qu'elle. Un modèle, son but, c'est de reproduire certains aspects de la réalité qu'on a envie de comprendre. Donc le modèle de Brooke schématise le lien entre la pensée, les émotions et les actions. Ce modèle simplifié du comportement humain n'a pas but de reproduire exactement tous les aspects de la psychologie humaine, tout simplement parce on ne la comprend pas encore. À l'heure d'aujourd'hui, on ne comprend pas comment fonctionne le cerveau humain dans ses moindres détails et comment chacun d'entre nous gère ses propres émotions. Par contre, ce que j'aime dans le modèle de Brooke Castillo, c'est qu'il est facile à utiliser et à nous faire prendre conscience de certains aspects de notre vie. Aussi, Brooke a décidé de créer ce modèle comme un moyen d'auto-coaching qui permet de comprendre notre propre réflexion. Il y a des circonstances dans le monde où ce sont toutes les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Tout ce qui se passe en dehors de nous est une circonstance. Ce sont des faits. Et là, tu vas me dire que c'est une évidence. Il y a tellement de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Aussi, nous ne pouvons pas contrôler les autres et nous ne pouvons pas contrôler notre passé, parce que c'est déjà fait Nous ne pouvons rien maîtriser de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et tout ça, ce sont des circonstances. Et dans la plupart des cas, nous pensons que soit tout est sous notre contrôle, donc sous notre maîtrise, ou rien ne l'est. Et ce n'est jamais aussi binaire, ce n'est jamais aussi blanc et noir. On a des circonstances qui ne sont pas sous notre contrôle, par contre, le reste l'est. Et le monde extérieur n'est pas sous notre maîtrise, sous notre contrôle. Les autres personnes ne sont pas sous notre contrôle et notre passé n'est pas sous notre contrôle.
Par contre, bonne nouvelle, en fait, tout le reste l'est. Toute notre expérience actuelle est sous notre contrôle, sur notre maîtrise. Ce que nous décidons d'avoir comme pensée consciente qui traverse en fait notre cerveau est entièrement sous notre contrôle. Et pour moi, c'était ça la première révélation. C'est justement que toutes nos pensées sont sous notre contrôle, donc sous notre maîtrise. Car la plupart du temps, en fait, nous pensons que nos pensées ne sont pas sous notre contrôle. Et en fait, la plupart d'entre nous, nous ne savons même pas ce que nous pensons. Nous répondons à nos pensées dont nous ne sommes même pas en fait conscients. Et pourquoi est-ce important ? Car selon le modèle de Brooke, en fait, ce sont nos pensées qui créent nos émotions. Et puisque le modèle de Brooke est une représentation simplifiée de la manière dont fonctionne l'être humain, il permet en fait d'analyser n'importe quelle situation en la découpant en 5 étapes. Et ma deuxième révélation, en fait, c'est le modèle lui-même que je résume comme suit. Donc, pour une circonstance donnée, qui va créer chez nous des pensées, qui elles-mêmes vont créer chez nous des émotions, qui seront à l'origine de nos actions, inactions ou réactions, qui elles-mêmes seront à l'origine de nos résultats, de notre vie. Et le problème, à mon avis, est que personne, en fait, ne nous enseigne cela. Personnellement, j'aurais aimé le savoir quand j'étais jeune. Donc, si je reviens au modèle, et je vais détailler les 5 étapes pour un exemple plus concret avec Sonia. Je ne sais pas si tu te rappelles Sonia, je l'avais introduit au 2e épisode. C'est la femme entrepreneur qui veut se lancer dans la consultation TI. Donc, on va prendre les 5 modèles et je vais donner étape par étape, en fait, l'exemple de Sonia. La première partie qui est la circonstance, en fait. C'est quoi une circonstance ? Donc, c'est la partie, comme je l'ai dit, factuelle, quelque chose qu'on n'a pas le contrôle. Donc, la circonstance est toujours neutre. Elle peut être ni positive ni négative. Et si on est dans une pièce avec 10 personnes, en fait, les 10 personnes seront d'accord avec toi que cette circonstance est bien réelle, c'est quelque chose qui est vrai. Donc, les circonstances peuvent être de 3 catégories. Soit ce sont des événements extérieurs, ou bien des actions, les paroles et même des pensées d'autres personnes. C'est-à-dire tout ce qui est à l'extérieur de nous, d'autres personnes, leurs actions, leurs paroles et même leurs pensées. Ce sont des circonstances pour nous. Ou bien dans la 3e catégorie, c'est notre propre résultat passé. Quelque chose qu'on a réalisé dans le passé. C'est une circonstance. Pour Sonia, sur la ligne C, donc, sur la ligne circonstance, qu'est-ce qu'elle va écrire ? J'ai une présentation de 15 minutes avec des clients potentiels pendant laquelle je dois présenter une offre de service. Ça, c'est une circonstance. La 2e étape, en fait, ce sont les pensées. Et qu'est-ce qu'une pensée ? C'est une interprétation, en fait, qu'on peut avoir d'une circonstance. Les pensées peuvent se traduire par une phrase de notre tête, et c'est quelque chose qu'on croit vraiment. Ça nous paraît, en fait, vrai. En fait, c'est un jugement aussi qu'on fait face à la circonstance. Et rappelle-toi dans l'épisode 1, où je fais référence en fait à notre discours interne, notre discours interne, c'est toutes les pensées qu'on a dans notre cerveau. Donc si je reprends l'exemple de Sonia sur la ligne P, elle va écrire « Je ne vais pas réussir à bien expliquer ce que j'ai à offrir en si peu de temps ». Ça, c'est la pensée générée dans le cerveau de Sonia. La 3e étape serait les émotions. En fait, l'émotion est générée par la pensée. Donc l'émotion, en fait, représente ce qu'on ressent face à cette pensée. L'émotion va être un mot, par exemple la tristesse, la colère, l'envie, l'amour, la peur, le regret. Et les mots qui vont découler de la pensée qu'on avait juste avant. Donc si je continue avec l'exemple de Sonia, sur la ligne E, on va écrire le stress. Parce que cette pensée génère chez Sonia du stress. Elle sait qu'elle doit faire une présentation en 15 minutes, ça génère du stress pour elle. La 4e étape après l'émotion, en fait, c'est l'action. Qu'elle soit dans l'action, l'inaction ou la réaction. Et tout ce que peut provoquer une émotion, qu'on avait juste avant, d'ailleurs le même terme latin d'émotion vient du mot action, donc finalement c'est l'émotion qui va être le moteur de l'action. Donc si je continue avec l'exemple de Sonia sur la ligne A, qu'est-ce qu'elle va faire Sonia ? Pendant ma présentation, je parle vite, je bafouille, j'essaie de donner un maximum d'informations. Donc on voit que c'est le stress qui va générer en elle cette façon de parler vite, de vouloir donner le maximum d'informations. Et la dernière étape, ce qu'on appelle la 5e étape, c'est le dernier aspect de ce modèle, ce sont les résultats qu'on obtient. Donc l'action qu'on va choisir va nous donner le résultat. Et généralement, dans 99% du cas, le résultat confirme toujours la pensée de départ. Donc si je continue avec l'exemple de Sonia, sur la ligne R, qu'est-ce qu'elle aura comme résultat ? Je n'ai pas expliqué clairement ce que j'ai fait.
Les résultats confirment bien la pensée de départ de Sonia, qu'elle pensait que 15 minutes n'allait pas suffire. Donc je répète dans l'ordre, il y a des circonstances qui vont créer chez nous des pensées, qui elles-mêmes vont créer chez nous des émotions, qui sont à l'origine de nos actions, inactions, réactions, qui sont elles-mêmes à l'origine de nos résultats. Et au-delà du fait que ça permet de comprendre bien une situation X et de comprendre ce qui se passe, ce qui est déjà très intéressant bien sûr, à mon avis ça nous permet aussi de corriger la situation si on souhaite d'avoir un résultat autre. Parce que là, ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle un résultat involontaire. Par contre, si on souhaite de faire ce qu'on appelle un résultat volontaire et on veut choisir nos propres pensées, ce qu'on va faire en fait, on va prendre le modèle et on va l'inverser. C'est-à-dire on va commencer avec la ligne du bas qui est la ligne du résultat. Donc, si je prends la ligne R, qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que j'aimerais avoir comme résultat? Je mets « Je me suis exprimé clairement sur mon offre de service ». L'avant-dernière ligne, ce serait la A. Pendant ma présentation, je parle avec assurance des grandes lignes de mon offre dont les clients peuvent en bénéficier. Quelle émotion va me générer cette action? En fait, est-ce que je peux parler de confiance en soi? Si je suis confiante sur l'offre que je propose, si je suis sûre de moi, si je suis sûre de ma façon de m'exprimer, est-ce que c'est une émotion assez forte? Pour Sonia, celle l'est, donc on va la garder. Donc je suis confiante que l'offre que je vais proposer est une très bonne offre pour mes clients. Et enfin, la pensée qui va générer cette émotion, je vais réussir à bien expliquer ce que j'ai à proposer en utilisant les principes du discours ascenseur. Parce que je sais que ces 15 minutes vont être largement suffisants pour expliquer mon offre de service. Donc ça, c'est la ligne P. Et on voit que sur la ligne C, c'est toujours la même circonstance qui ne change pas. J'ai une présentation de 15 minutes avec des clients potentiels pendant laquelle je dois présenter une offre de service. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est de se poser la question. Là, maintenant, qu'est-ce qui fait que j'ai les résultats actuellement dans ma vie? Comment je suis arrivée à la situation dans laquelle je suis arrivée et pourquoi je ne suis pas dans une situation que je préférerais? Si toi, dans ton cas, tu aimerais avoir un objectif, prends un papier et un stylo. Tu commences à mettre les initiales, donc les lettres du modèle. Je te mets quelques outils pré-remplis avec ma retranscription. Et tu commences avec la ligne du bas. Et tu te dis, ok, je réfléchis et je me demande quel résultat je souhaite obtenir dans ma vie. Si tu n'arrives pas dans la ligne action, si tu mets une inaction, on appelle ça une procrastination. En remplissant le modèle ainsi, tu vas trouver l'émotion qui est à l'origine de cette procrastination d'ailleurs. Il faudra savoir si tu peux modifier cette pensée pour en trouver une autre. Et quand tu penses à ce principe finalement, tout ce que tu as fait comme réalisation dans ta vie est dû à une émotion. Donc si les émotions sont la chose la plus importante, ne penses-tu pas qu'on devrait nous apprendre que toutes nos émotions sont causées par nos pensées? Et peut-être que nous devrions apprendre à penser exprès, d'une manière consciente et voulue, afin que nous puissions créer les émotions que nous souhaitons. Donc, nos pensées créent des émotions. Les émotions sont également importantes car ils sont quand même le moteur de toutes nos actions. Ils sont un peu le carburant de nos actions. Alors, quand tu te poses la question, mais pourquoi je n'ai pas agi? Comment ça se fait que j'ai tel résultat dans ma vie? Pourquoi je n'ai pas fait telle ou telle action? C'est à cause de ce que tu ressens. Et pourquoi prends-tu une action que tu ne voulais pas entreprendre? Des fois, on fait l'inverse. On fait une action, mais on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est à cause de ce que tu ressens. Les émotions sont donc le moteur de tes actions. Et bien sûr, tes actions vont toujours créer les résultats que tu veux dans ta vie. Tes actions créent tes résultats. Je résume encore une fois, tes pensées, ces phrases dans ton cerveau, ton esprit, sont ceux qui créent tes émotions. Tes émotions sont ceux qui motivent tes actions. Et tes actions créent tes résultats. Maintenant, qu'est-ce qui détermine ce que nous pensons? Telle est la prochaine question logique. Du coup, si ma pensée, finalement, c'est le moteur de tout, ou déclencheur de tout, je dirais, si elle crée mes émotions, et si elle crée mes actions, et si elle crée mes résultats, alors j'ai besoin de savoir ce que je pense. Et j'ai aussi besoin de savoir comment changer ma façon de penser si je veux un résultat différent dans ma vie. Et à mon avis, la plupart d'entre nous n'avons jamais appris à être témoins de notre propre pensée, pour observer avec détachement nos pensées. Et c'est quelque chose qui demande vraiment de la pratique. Ce que je veux dire par là, c'est que le processus qui consiste à regarder ton cerveau penser, il va t'obliger à te séparer de ton propre esprit.
pour ne pas en fait s'auto-juger tout simplement. Et la plupart d'entre nous en fait, on fait pas cette séparation. Donc pour entrer dans ce mode d'observateur, nous devons nous séparer de notre esprit afin de nous regarder penser, de nous observer penser. Un peu comme la pensine. La pensine, je ne sais pas si tu es familier avec le monde d'Harry Potter, mais Dumbledore en fait possédait un chaudron dans son bureau qui s'appelle la pensine. Et grâce à sa baguette magique, il peut extraire en fait ses pensées en touchant son front avec sa baguette. Ainsi, un fil d'or représentant sa pensée peut se poser sur le chaudron. Et quand Harry lui demande quel est l'intérêt de faire ça, en fait Dumbledore lui répond qu'il pourrait ainsi analyser ses pensées ultérieurement, pour pouvoir analyser plus tard ses pensées. En fait, Dumbledore libère sa charge mentale sur le moment, donc de tout son brouhaha, pour pouvoir analyser plus tard ses pensées. Donc nous, on n'a pas de baguette magique, on n'a pas la pensine, mais on a un équivalent et c'est un crayon et du papier, ou même un ordinateur. Donc l'idée en fait, c'est que l'écriture, écrire ses pensées, permet justement d'accéder aux pensées du subconscient et être en mode plus observateur de ce qui se passe dans notre tête. Rappelle-toi, nous avons 66 000 pensées par jour. Si tu ne t'es jamais donné une direction à ton cerveau, ou tu n'as jamais en fait dirigé ton cerveau, ce qui se passe, c'est que ton cerveau peut avoir ce qu'on appelle des vieilles pensées ou des schémas, des cycles, en fait, qui ne te servent plus sur le moment et qui sont complètement intégrés dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de voir le monde. Maintenant, si tu essayes de changer ou d'agir, c'est-à-dire être dans l'action, sans changer la pensée ou l'émotion qui anime l'action, en fait, tu vas avoir du mal, car tu vas devoir travailler contre cette émotion et contre cette pensée qui crée en fait ce sentiment. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre nous, en fait, le changement est si frustrant. Parce que nous essayons de changer l'action au lieu d'essayer en fait d'arrêter de tergiverser sans changer la pensée et l'émotion qui les motive. Lorsqu'on commence à comprendre pourquoi on fait quelque chose et pourquoi on ne fait pas telle ou telle chose, on comprend notre inaction. Et on comprend pourquoi on ne peut pas agir à cause de la pensée en fait et de l'émotion qui nous motive. Et si on décide de changer ce modèle de pensée, à mon avis, on sera capable de changer les actions beaucoup plus facilement. Et c'est vraiment l'intérêt de l'introspection. En fait, il s'agit de trouver la cause de nos habitudes, donc la cause de nos schémas, pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et quand nous découvrons cela, à mon avis, le changement est tellement plus facile. Maintenant, généralement, lorsqu'une personne découvre ce concept, moi la première, la personne veut changer tout de suite ses pensées, immédiatement. Mais tu t'es douté, c'est pas si facile. Nous sommes tellement pressés à vouloir que les choses changent rapidement. On veut faire les changements vite, maintenant et tout de suite. Nous n'allons pas nous battre aujourd'hui, t'es d'accord ? Ce que nous allons faire en fait, c'est de comprendre avec curiosité pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Parce que je pense que chacun a une très bonne raison pour laquelle il fait ce qu'il fait, ou pourquoi il fait pas ce qu'il fait pas. Rappelle-toi, on ne veut pas de l'autosabotage, on ne veut pas de l'autoflagellation, non. Si je dois donner un exemple de ce qu'on appelle le modèle involontaire versus le modèle volontaire, c'est un peu comme dans la conduite. Si tu es en mode recul, donc tu fais marche arrière, tu peux pas passer tout de suite en mode drive. Tu dois passer par le neutre. Je dois passer donc par des pensées intermédiaires et rentrer dans une zone qu'on appelle une zone neutre. Bien sûr, le faire sans complaisance et sans sabotage. Ce lieu est un lieu de compassion, de compréhension et d'amour. Et à partir de là, nous pouvons envisager de le changer. L'idée, ce n'est pas de se battre. On ne veut pas se battre dans le changement. Ce ne serait pas permanent et ça ne va pas durer en fait. Si on veut créer quelque chose de notre vie, on ne peut pas le faire avec force, sinon on va tomber dans la pression. En fait, le cerveau aime la répétition, il aime la logique et il aime être efficace. Donc une fois que le cerveau aura des pensées conscientes, dirigées encore et encore, c'est là en fait qu'on va obtenir des résultats souhaités. Et pour conclure, l'étape qui consiste à regarder à l'intérieur de ton cerveau et de voir ce que tu penses, en fait de prendre conscience de tes pensées pour te demander pourquoi je veux les changer, puisqu'il s'agit de quelque chose que tu veux changer dans ta vie. En fait, si tu te demandes pourquoi tu fais quelque chose, pourquoi tu ressens ce que tu ressens, en fait la réponse que tu te donnes sera toujours en lien avec une pensée. Et c'est la meilleure façon de savoir ce qui se passe dans ton cerveau. Car ce qui se passe dans ton cerveau est ce qui va déterminer qu'est-ce que tu vas ressentir, comment tu vas agir et les résultats que tu vas obtenir. Maintenant, si tu souhaites que je t'accompagne dans l'écriture de tes propres modèles, n'hésite pas à m'écrire sur info@cultivetonpotentiel.com.
Je vais m'arrêter là et je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Ah oui, si tu penses à 2 ou 3 personnes qui pourraient en profiter, je t'encourage à leur en faire part. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi, je t'embrasse. Passe une excellente fin de semaine et je te dis à bientôt.